Bienvenue à tous, merci beaucoup d'être avec nous pour un nouveau rendez-vous avec Tanguy Gernaud qui est enseignant-chercheur contractuel à l'ENSI à Caen. C'est parti donc pour 25 minutes. Contourner un contrôle d'accès biométrique, quel est le process et sous quelles conditions? Lors des 5 dernières minutes, vous pourrez lui poser des questions. Bonjour. Alors, je me représente, donc je suis Tanguy Gernaud, je fais de la recherche en sécurité informatique au laboratoire grec à Caen et de l'enseignement principalement en sécurité informatique à l'école d'ingénieurs NC Caen. Aujourd'hui, je vais rapidement vous présenter ma masterclass qui s'intitule « À la recherche de passe-partout biométriques », donc en une vingtaine de minutes. Alors pour le plan de la présentation, puisque je pense que tout le monde n'est pas complètement à l'aise avec la biométrie, je vais d'abord, on va dire, largement introduire la biométrie avec les concepts fondamentaux. Et ensuite, je vais décrire en 3 points ces passe-partout biométriques, donc la construction optimisée de préimage par algorithme génétique, du concept de préimage au concept de passe-partout, et enfin la délégation de droits et les passe-partout avant de conclure et de passer aux questions. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la biométrie? Je vous propose pour commencer une définition de la CNIL. Donc la biométrie regroupe l'ensemble des techniques informatiques permettant de reconnaître automatiquement un individu. C'est le cas par exemple principalement sur les téléphones et ordinateurs. À partir de ces caractéristiques issues de différentes modalités, donc par exemple des modalités physiques, on retrouve les empreintes digitales et les visages qu'on utilise largement. Des caractéristiques biologiques, par exemple des électrocardiogrammes, et enfin des caractéristiques comportementales, donc par exemple la dynamique de la signature, c'est-à-dire à quelle vitesse on va, comment on fait les virages, etc. Il y a vraiment la dynamique. Ce qui est important de poser tout de suite, c'est que les données biométriques, ce sont des données à caractère personnel, car elles permettent d'identifier une personne, et c'est pour ça qu'on s'en sert. Et donc, ce sont des données sensibles. Et toute la suite, il va falloir garder ce point en tête. Alors donc pour la sensibilité des données biométriques, donc contrairement au mot de passe où si on se les fait voler, on change, les données biométriques en général ne sont pas modifiables à volonté. Par exemple, on peut penser aux 10 doigts et au visage. Mais aussi, contrairement au mot de passe, il faut avoir en tête la variabilité des captures. Donc contrairement à la saisie d'un mot de passe qui ne tolère pas de faute, pour s'identifier, on doit taper bien évidemment exactement le même. Chaque capture biométrique d'un même individu, eh bien, elle est légèrement différentes, mais on espère quand même qu'elles sont proches. Ici, on a 3 exemples de capture d'un même doigt, d'un même individu. Il l'a posé 3 fois sur le capteur et on voit en fonction de la pression, de la rotation, de la sueur, etc. Elles sont légèrement différentes. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas utiliser les mêmes protections qu'on utilise pour les mots de passe qui sont aussi sensibles. Alors nous, ce qu'on veut, c'est reconnaître avec des données biométriques. Donc tout d'abord, on a capturé la modalité biométrique. C'est le cas par exemple avec une photo du visage. Et ensuite, il faut qu'on en fasse quelque chose automatiquement. Dans notre cas, il y a plein de techniques possibles. Dans notre cas, on veut transformer cette capture en un vecteur de caractéristiques, c'est-à-dire un vecteur de taille fixe qui est composé de plusieurs valeurs, ici réelles. En fonction de la modalité, pour ça, on utilise soit des réseaux de neurones pour les visages, des filtres de Gabor, par exemple, pour les empreintes, ou de la délimitation d'ondes pour les ECG. Je vous propose un premier schéma de l'identification biométrique, donc composé en 2 grandes parties. La première partie, en haut, qu'on fait qu'une seule fois, c'est l'étape d'inscription. Donc l'utilisateur requête son inscription, il capture sa modalité et le visage. On extrait ses caractéristiques, donc on a le vecteur qu'on stocke dans une base de données qui est centralisée ou non. Puis la seconde grande étape, l'identification, que là on va faire de nombreuses fois. À nouveau la requête, on capture une modalité qui, je le rappelle, est légèrement différente. On extrait les caractéristiques et on compare avec les caractéristiques stockées pour décider si oui ou non l'individu est dans la base et éventuellement qui c'est. Maintenant, je vais détailler la protection des données biométriques puisque, comme je l'ai dit, elles sont sensibles, il ne faut pas se les faire voler et on ne peut pas utiliser les mêmes technologies que pour les mots de passe. Alors pour rappel, ce sont des données à caractère personnel et elles ne sont pas modifiables. Et pour les protéger, on veut transformer le vecteur de tout à l'heure en un gabarit qui est globalement un vecteur plus petit et c'est la version protégée. Nous, il y a plusieurs manières de le faire, on va utiliser ce schéma. Donc on a le vecteur de caractéristiques qui a été extrait de la capture que j'ai dit tout à l'heure et on va utiliser ce qu'on appelle une graine. On peut la considérer publique mais elle est différente pour chaque individu, elle est générée aléatoirement quand on protège. Et on a un algorithme de protection qui prend le vecteur et la graine et qui ressort le gabarit. Et à la fin, le vecteur
on le jette, on ne veut plus s'en souvenir, et on garde uniquement le gabarit et la graine. Et l'idée, c'est évidemment qu'on ne peut pas faire l'inverse. Donc des protections comme ça, il en existe de nombreuses. Ce qui est important, c'est qu'elles doivent toutes respecter au moins ces 4 propriétés. La première, c'est être révocable, c'est-à-dire que si la base fuite, le gabarit est volé, on peut le jeter et en changer. Ici, c'est très simple, il suffit de changer la graine. Non inversible, eh bien, c'est évidemment que du gabarit, on ne peut pas retourner au vecteur qu'on veut protéger. Performant, c'est-à-dire qu'on peut toujours reconnaître les individus avec de bonnes performances. Et enfin, indistinguable, c'est-à-dire que s'il y a une fuite et qu'on obtient plusieurs gabarits, eh bien, on ne peut pas dire si 2 gabarits sont issus du même individu ou non. Et donc, comme pour les mots de passe, les comparaisons se font dans le domaine transformé, c'est-à-dire avec les gabarits, on a bien jeté le vecteur en entrée, comme pour les mots de passe avec un site internet. Je vous propose ce même schéma large d'inscription et d'identification. Simplement, cette fois, à l'inscription, on génère aléatoirement une graine S qui sera pour cet individu-là. On le transforme, le vecteur, en un gabarit U et on stocke dans la base de données le couple gabarit, qui est la version protégée, et la graine. Et pour l'identification, eh bien, on récupère chaque couple, on retransforme avec les graines des bases, on vérifie, on compare avec les gabarits stockés et on décide si oui ou non l'individu est dans la base et éventuellement lequel. Ça rajoute simplement cette étape-là. Alors maintenant que j'ai introduit la biométrie, à quoi ça sert et comment on peut faire pour la protéger, je vais vous parler des constructions optimisées de préimage et plus précisément par algorithme génétique. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une préimage ? Je vais commencer par qu'est-ce qu'une préimage proche. Donc on a notre couple gabarit-graine, le gabarit c'est la version protégée, et ce qu'on veut, c'est générer un vecteur de caractéristiques qui, s'il est à nouveau transformé avec cette graine, procure un gabarit proche. Visuellement, on a notre couple qui est dans la base qui a éventuellement fuité. On veut générer un vecteur et si on le retransforme avec la même graine, on a un gabarit proche. En gros, on a réussi une sorte d'inversion et on a violé une des propriétés de la protection. Maintenant, je vais élargir un peu ce concept. C'était les préimages proches. Maintenant, on veut qu'elles soient aussi réutilisables. Donc cette fois, c'est 2 couples gabarit-graine du même individu et comme je le présente ici, on a les 2 couples gabarit-graines d'un individu. On veut générer, ce qui est important, un unique vecteur. Et ce vecteur, s'il est à nouveau transformé et protégé avec ces 2 graines, on obtient des gabarits proches. Alors, ce qu'on voulait savoir, c'est est-ce que c'est possible de construire de tels préimages, puisque ça viole la propriété de non-inversibilité de la protection. Donc, première méthode naïve, on va dire, c'est de générer aléatoirement des vecteurs en un temps donné et voir si ça fonctionne. C'est-à-dire si ça donne des préimages proches et réutilisables, comme ici. Donc on a testé cela pour 3 bases. Une première base d'empreinte digitale, et là on s'est aperçu que dans un temps réaliste, c'est-à-dire avec des serveurs de calcul de taille raisonnable et en quelques heures, on pouvait retrouver des préimages proches et réutilisables pour 68% des individus. Pour une base de visage, c'était pour 100%, et pour une base d'électrocardiogramme, c'était 42%. La barre rouge, je vous ai dit tout à l'heure que les empreintes digitales, par exemple, elles étaient toujours un peu différentes. Donc en dessous d'une certaine distance, on considère que c'est le même individu. Pour un mot de passe, c'est 0, il faut que ça soit exactement le même. Et bien nous, il faut que ça soit un tout petit peu différent. Et on se donne un seuil en dessous duquel on tolère de dire que c'est le même individu. C'est la barre rouge qui est représentée ici. Et donc quand c'est au-dessus, c'est qu'on n'a pas réussi à trouver une préimage. Maintenant, ce qu'on a voulu, c'est améliorer ses performances, par exemple avec un algorithme génétique. Donc on a à nouveau nos 2 couples, mais au lieu de construire aléatoirement, eh bien, dans ce même temps, on va utiliser un algorithme d'optimisation type génétique. Alors, pour introduire ce qu'est un algorithme génétique, rapidement, donc c'est un algorithme d'optimisation. L'objectif, c'est de minimiser la valeur d'une fonction d'évaluation en construisant son paramètre. Et il est inspiré de la reproduction naturelle. Donc on a une population de taille fixe qui est composée de n chromosomes. Dans notre cas, ce sont les vecteurs de caractéristiques. Elle évolue sur T générations qu'on appelle des itérations et dont à chaque génération, la moitié des parents est sélectionnée selon une certaine méthode pour se reproduire et donner une autre moitié d'enfants qui, par croisement des parents et avec mutation aléatoire, donc comme dans la nature. Et donc ces 2 moitiés composent la nouvelle génération. Maintenant, je vous présente les résultats. Donc avec algorithme génétique, les résultats ils sont en bleu. Et pour les comparer à la méthode aléatoire, on les a remis derrière en orange. Donc ce qu'on voit, c'est que dans le même temps, l'algorithme génétique, cette fois, a 100% de réussite pour les 3 bases et est bien plus proche
Donc il est certes en dessous de la barre, mais en plus il est bien plus proche. Donc c'est plus précis en un même temps de calcul. C'est aussi ça qui est important. Donc au final, on a réussi à construire des préimages dites proches et réutilisables pour 100% des 3 bases, donc de visage, d'empreinte et de CG. Et on a une proximité qui est bien inférieure à la méthode aléatoire en temps similaire. Alors l'idée qu'on a eue pour continuer ces travaux, c'est est-ce qu'on peut construire de manière similaire des vecteurs mais qui sont proches de plus de 2 couples. Et c'est là qu'on arrive à la notion de passe-partout issue donc de ces travaux sur les préimages. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un vecteur proche de tous les couples qu'on va appeler ici un passe-partout, mais par rapport à la section d'avant, on pourrait dire que c'est une préimage universelle. Et un des objectifs, c'est de contourner un système de contrôle d'accès. Alors visuellement, cette fois, on a à gauche notre base de données biométrique qui est composée de nombreux couples gabarit-graines et pas forcément issus du même individu. Donc la base a été volée. Ce qu'on souhaite, c'est construire, à partir de tous ces couples, un unique vecteur qui, s'il est transformé avec chaque graine une à une, procure des gabarits proches, c'est-à-dire qu'il peut usurper finalement tout le monde. Alors je vais donner quelques indicateurs plus formels pour vous préciser les résultats. Donc un vecteur X, c'est un passe-partout pour la base B qui était à gauche, tous les couples. Si pour chaque couple gabarit graine, eh bien le passe-partout est transformé avec la graine en un gabarit proche, c'est-à-dire sous la barre rouge comme on a vu tout à l'heure. 2 indicateurs de réussite ou de non-réussite. Le taux de couverture optimal. Donc on dit que B, il est epsilon couvert par un passe-partout X. Si epsilonième des couples gabarit-graine qui était à gauche, eh bien la transformation de X avec ses gabarits est proche du gabarit. Et un second indicateur qui est la taille optimale de dictionnaire. Cette fois, on veut usurper toute la base. Donc on dit que la base B, elle est partitionnée par R passe-partout X1, XR. Si pour chaque couple gabarit-graine, eh bien un de ces R passe-partout au moins est transformé en un gabarit proche. Donc c'est-à-dire que cette fois, on veut usurper tous les individus et on essaie d'avoir un minimum de passe-partout pour pouvoir le faire. Par exemple, sur les téléphones, généralement, on a 5 essais pour s'identifier. Eh bien, on se dit, est-ce qu'on peut construire jusqu'à 5 passe-partout pour avoir de bien meilleures performances. Donc les résultats qu'on a obtenus, à nouveau, on a construit ce passe-partout avec un algorithme génétique. Pour la base d'empreinte, on a une couverture optimale de 73% et il nous faut 5 passe-partout uniquement pour usurper tous les individus de la base. Pour les visages, c'est une couverture de 15%, il nous en faut 18. Et pour les électrocardiogrammes, c'est similaire aux empreintes avec 61% de couverture et cette fois 12 passe-partout pour usurper tout le monde. Donc ce qu'on a réussi à faire, c'est créer un vecteur depuis une base qui a fuité pour au final attaquer cette même base. Pour que ça soit plus réaliste, on a étendu ces travaux avec la réutilisabilité. Donc cette fois, c'est quelle est la couverture sur des données biométriques non utilisées pour la construction du passe-partout. Donc cette fois, on va avoir une fuite de données qu'on utilise pour le construire et tester sa performance sur d'autres données biométriques de même type, mais pas des mêmes individus. La motivation, eh bien, c'est que c'est peu probable d'avoir les données d'une base pour attaquer cette même base. En quelques mots, ce qu'on a observé, c'est que les passe-partout qu'on a construits, ils conservent environ la moitié de leur couverture sur d'autres données de même type, protégées, évidemment, avec un algorithme similaire. Donc pour les empreintes, on était à 73% de couverture, on est passé à 42%. Pour les visages, d'environ 15 à 6%. Et pour les ECG, d'environ 60% à 44%. Donc c'est intéressant de voir qu'à partir d'autres données, on construit ce passe-partout et on peut attaquer une autre base de données qui n'a pas fuité, mais qui utilise aussi des empreintes, par exemple. Donc à quoi ça sert? En 3 étapes, on a construit un passe-partout depuis un premier lot de biométrique transformé qui a fuité ou qu'on a d'une certaine manière. On obtient un taux de couverture important sur un autre lot de données transformées et ça nous permet éventuellement de tromper un contrôle d'accès. Finalement, on a obtenu jusqu'à 73% de couverture avec un unique passe-partout et il est en plus réutilisable en conservant la moitié de sa couverture. Donc l'idée qu'on a eue pour continuer ces travaux, c'est est-ce qu'on peut changer nos prérequis pour augmenter la couverture d'un passe-partout, ce qui amène à la dernière étape de cette présentation, à savoir la délégation de droits et les passe-partout. Donc cette fois, ce qu'il faut imaginer immédiatement, c'est que le passe-partout, il est fixé. C'est-à-dire qu'un attaquant ou quelqu'un de légitime, il a pris par exemple son doigt, il a fait une capture, il a extrait le vecteur et on dit ça va être lui le passe-partout. On ne le construit pas, on le fixe dès le début. Et on va faire en sorte qu'il fonctionne.
Donc la stratégie, cette fois, c'est qu'on part de la base de données biométrique et on va choisir les graines qui transforment les protections pour construire la base de données biométrique révocable qui est composée de gabarits. Alors évidemment, pour conséquence, ça a qu'il faut être actif à la phase d'enrôlement, c'est-à-dire quand on choisit les graines, il faut faire en sorte qu'elles ne soient pas vraiment aléatoires, mais on les choisit telles que ça nous arrange. Et donc ça implique plus particulièrement des cas d'usage éthiques. L'objectif, c'est d'augmenter le taux de couverture. Alors cette fois, pour chaque vecteur de caractéristiques XI d'un individu, eh bien, on a aussi le passe-partout qu'on a fixé, qui cette fois sera toujours le même. On cherche une graine, et si on transforme ces deux vecteurs avec cette graine, ça procure des gabarits proches. Simplement, par rapport à l'algorithme précédent, ce qui est à noter, c'est qu'il est incrémental, alors que l'autre, on prenait toutes les données biométriques en un seul coup. Avec cette technique, on a réussi à obtenir un taux de couverture optimal de 100% du passe-partout qu'on a fixé au début, et donc une taille de partition, évidemment, de 1 passe-partout uniquement. Donc on a largement augmenté notre taux de couverture et en plus dans un temps moindre. Alors pour parler du temps, justement là je vous présente sous forme de courbe la durée de recherche pour chaque individu d'une graine qui fait en sorte que notre passe-partout, ça va vraiment en être un. Les deux courbes, ça correspond globalement à deux types de protections proches, mais avec des caractéristiques mathématiques un peu différentes. Alors ce qu'on observe, c'est que pour les électrocardiogrammes et les empreintes, qui se ressemblent, ça se passe globalement toujours bien, sauf pour quelques individus où c'est beaucoup plus long et on n'a pas encore réussi à expliciter pourquoi. Pour les visages, en revanche, c'est très rapide pour tout le monde, hein, globalement un facteur 3 près. Alors à quoi ça sert ce cas d'usage ? Je l'ai dit, ça peut être éthique, donc la possibilité c'est de déléguer des droits sans modifier le circuit d'accès. Donc c'est-à-dire que par exemple l'administrateur il a envie de tester le circuit de ses administrés et il va pas avoir une surcouche administrateur, ça va être intégré directement dans les données. Donc au lieu d'ajouter une hiérarchie de droits sur les données biométriques qui lui permet d'être administrateur, eh bien en fait elles sont transformées en intégrant ces droits. Et donc pour un scénario d'attaque, il faut évidemment aussi être actif à la phase d'enrôlement, mais ça permet d'ajouter une porte dérobée sans avoir de code suspicieux dans le système d'authentification biométrique, puisque la porte dérobée est directement dans la base. Néanmoins, on a analysé la base avec différentes stratégies, elle n'est pas suspecte, c'est-à-dire que par exemple la distribution des graines n'est pas distinguable polynomialement par rapport à un ensemble de graines aléatoires. Donc la backdoor, elle est intégrée directement dans les données transformées. Et maintenant, pour un globalement dernier point, l'idée qu'on a voulu, c'est que là, l'individu, on a fixé le passe-partout. Et on a choisi les graines en fonction de ça. Mais l'administrateur, ce qu'on veut plus tard, c'est que quand il se représente, par exemple, à la porte du bâtiment, il pose son doigt, ça ouvre. Et ça ne va pas être la même empreinte, comme je l'ai dit, elle va être un peu différente. Donc ce qu'on veut, c'est que l'individu dont est issu le vecteur passe-partout, eh bien, il couvre la base plus tard. Et on va étudier cette couverture et voir comment on les a améliorés. Alors on a nommé cela un individu passe-partout, donc en se posant la question, quid des autres captures de la personne dont est issu le vecteur passe-partout. On a deux ensembles à nouveau, l'ensemble de recherche qui sont des 1 ou des vecteurs de l'individu passe-partout, et eux ils sont utilisés pour la recherche de graines. Comme c'est l'administrateur et qu'il est à la phase d'enrôlement, a priori il peut faire ce qu'il veut. Et on a un ensemble de tests, donc ça c'est d'autres vecteurs issus de l'individu passe-partout. Ils sont différents de ceux de l'ensemble de recherche, mais évidemment espérés proches. Ils ne sont pas utilisés pour la recherche de graines et ça va permettre de vérifier la couverture future de l'individu passe-partout. Alors je vais vous présenter les résultats sous forme donc, de courbes cumulées décroissantes. Alors ce qu'on présente ici, c'est il y a deux ensembles. Il faut prendre les courbes en couple. Donc les courbes orange et bleu, c'est quand l'ensemble de recherche il est composé d'un unique vecteur de l'individu passe-partout. Donc en bleu, c'est le vecteur qui est utilisé pour la recherche de graines. Ce qu'on voit, c'est qu'il couvre toute la base. Donc c'est une courbe qui est résumée à un point. Par contre, pour l'ensemble de tests, c'est-à-dire les autres vecteurs de caractéristiques de l'individu passe-partout, eh bien on voit que globalement, 50% de ces vecteurs de test, ils couvrent au moins 50% de la base. Ce qu'on a voulu, c'est améliorer les performances de la courbe orange. Et donc le second couple, c'est les courbes rouges et vertes. Donc la courbe verte, c'est l'ensemble de recherche, mais cette fois, on a utilisé 4 vecteurs pour la recherche de graines. Elle n'est pas limitée à un point, c'est-à-dire que tous les vecteurs de l'ensemble de recherche, cette fois, ils n'usurpent pas tout le monde, mais a priori, on s'en fiche, on n'a pas prévu de s'en servir.
Par contre, ce qui est important, c'est que cette fois, 50% des vecteurs de test couvrent au moins 80% de la base. C'est-à-dire qu'on a amélioré la performance des vecteurs qui n'ont pas été utilisés à la recherche de graines. Pour les 3 bases d'empreintes, de visage et de CG, c'est pareil, on a réussi, en utilisant 4 vecteurs à la recherche de graines au lieu de 1, à améliorer ses performances futures. Donc finalement, où en est-on? Nous souhaitons que de futures captures de l'individu passe-partout persistent à couvrir la base. Et on a trouvé qu'utiliser plusieurs vecteurs pour choisir la graine, eh bien, ça permet d'améliorer cette future couverture. Finalement, est-ce qu'on peut mieux choisir les vecteurs qui sont utilisés pour la recherche de graines, puisque là on en a pris 4, mais on ne les a pas forcément choisis, et encore améliorer cette couverture? Donc en dernier point, on a étudié la corrélation entre la bonne couverture des vecteurs de l'ensemble de recherche, ceux qu'on utilise pour chercher la graine, et la bonne couverture de l'ensemble de tests futurs. Je vous présente cette corrélation donc, sous forme de nuage de points. Là, c'est pour les visages. Donc chaque croix, ça correspond à un individu passe-partout, à un individu. En abscisse, on a la couverture moyenne de l'ensemble de recherche des vecteurs de l'individu passe-partout, et en ordonnée, donc sa performance en test, donc sa couverture future. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une corrélation importante de couverture entre ces deux ensembles, et donc c'est important en plus de prendre 4 vecteurs pour chercher les graines, eh bien, il faut que ces 4 vecteurs ils aient une bonne couverture, puisque ça influe fortement sur la couverture future. Donc c'est ce que j'ai noté ici. Donc il faut les sélectionner minutieusement, en plus d'en prendre plusieurs, pour chercher la graine, pour maximiser la couverture future. Donc finalement, je vais conclure cette présentation. Donc pour revenir au début, la biométrie, l'objectif, c'est de reconnaître des individus. Pour ça, on capture la modalité biométrique, par exemple, des visages ou des empreintes. On extrait des caractéristiques, dans notre cas, pour avoir des vecteurs de caractéristiques de taille fixe. Ça permet d'être générique, en fait. Et ça permet de... Donc on compare les vecteurs pour déduire si oui ou non, en fonction de notre seuil, c'est le même individu. Ce qui est important, c'est que c'est des données personnelles. Donc, tout le monde applique des protections de ces données. Et nous, on utilise ces protections pour avoir des passe-partout. Dans un premier temps, on a détaillé les préimages proches qui s'authentifient pour un gabarit et réutilisables puisqu'elles s'authentifient aussi pour un autre. Et pour ça, on a utilisé un algorithme génétique. Donc, on a obtenu 100% de préimages proches et réutilisables. Ensuite, on a étendu ces travaux au passe-partout. Donc cette fois, on construit un passe-partout depuis une base de données biométrique révocable, c'est-à-dire les couples gabarit-graines. Et on souhaite que cet unique passe-partout usurpe un maximum de gabarits. Et on a aussi partitionné cette base avec plusieurs passe-partout. On a obtenu jusqu'à 73% de couverture. Et ce qui était intéressant, c'est qu'ils étaient aussi réutilisables, c'est-à-dire qu'ils conservaient une moitié de leur couverture initiale. Ensuite, on a eu un second scénario de passe-partout, cette fois qui avait un cas d'usage plus éthique puisqu'il fallait être actif à la phase d'enrôlement. On a construit une base de données biométrique révocable en choisissant les graines pour un passe-partout fixé à l'avance, donc il peut être réel ou fictif. On a obtenu à nouveau 100% de couverture en étant variable et on a exploré ce que peut être un individu passe-partout. Pour ça, on utilise plusieurs vecteurs. Ça a permis d'améliorer la couverture de ces vecteurs et on a une corrélation de couverture, c'est-à-dire qu'en plus d'en choisir plusieurs, il faut les choisir minutieusement en fonction de leur couverture. Donc finalement, on a inversé 2 gabarits en une seule préimage. On a contourné un système de contrôle d'accès en construisant un passe-partout à partir de données similaires, évidemment. Et on a délégué des droits ou introduit une porte dérobée en fonction de l'angle au sein des données transformées et sans ajouter de code. Je vous remercie. Si vous voulez plus de détails, vous avez plusieurs références. Donc, un papier d'une dizaine de pages en anglais dans un journal, ma thèse, et il y aura aussi une présentation et un court papier en français au STIC en juin. Merci Tanguy, merci. C'est le temps des questions. Maintenant, si vous avez... c'est la première, la plus difficile. Et c'est monsieur... Ouais, alors c'est une question de Ludovic Moreau, c'est une question de confiance numérique. Si j'achète une solution de biométrie, qu'est-ce qui m'assure aujourd'hui que j'ai pas dans le design de la base un individu universel? Alors déjà, ce qui est important, c'est que sous quelles conditions nous ça fonctionne, c'est qu'il y a une transformation et en l'occurrence paramétrée par des graines. Ces transformations, aujourd'hui, elles sont largement utilisées vu qu'elles ont de bonnes propriétés. Mais le problème, aujourd'hui, se situe plus à l'extraction de caractéristiques. C'est-à-dire que si j'ai dit que si les vecteurs ils étaient proches, on disait que c'était le même individu. Et pour ça, on avait un certain seuil.
Et en fait, certaines méthodes, comme par exemple les filtres de Gabor, ils ont de bonnes performances, mais il y a quand même une intersection, évidemment, entre tous les individus qui est assez large. Et aujourd'hui, les travaux, ils sont particulièrement sur cette extraction de caractéristiques pour, au final, éloigner chaque individu les uns des autres. Donc ça, c'est quand même le premier point. Après, il n'y a évidemment pas forcément de... On peut pas garantir qu'il n'y a pas d'attaque. On peut surtout chercher un certain temps et dire au bout d'un certain temps, on n'en a toujours pas trouvé. Ce qui est important, c'est que pour notre second scénario qui marche au mieux, il faut être actif à la phase d'enrôlement. Aujourd'hui, en France, la CNIL, elle est quand même, à mon avis, à raison, assez stricte sur l'usage des données biométriques. C'est-à-dire que là, on est parti du principe que la base de données était centralisée. En France, la plupart du temps, ce n'est pas le cas. C'est autorisé, mais c'est la 5e solution et il faut bien justifier pourquoi. Dans un premier temps, on a sur nous le gabarit et la graine, puis éventuellement peut-être que la graine finalement elle peut être stockée à distance, puis éventuellement peut-être que le gabarit est à un autre endroit aussi. Et en fait, d'ailleurs, même avant d'utiliser de la biométrie, il faut le justifier de pourquoi ça ne peut pas être juste une carte d'accès avec des challenges. Et sinon, pour contrer ces attaques aussi, je l'ai dit à un moment, sur la plupart des systèmes biométriques, on a une limite d'essai. Donc là, on a parlé d'un partitionnement, par exemple pour les visages de taille 16. Sur les iPhones de mémoire, alors pour les visages, je ne sais pas trop, mais ça doit être de 3 à 5 essais. Donc a priori, ça ne va pas fonctionner. Il y a aussi d'autres filtres. C'est-à-dire que nous, là, on était au niveau vecteur de caractéristiques, qui est encore globalement théorique. Si on veut se présenter uniquement comme ça, c'est ce qu'on appelle justement une attaque par présentation. Il faut par exemple imprimer un doigt en silicone, imprimer un visage, puisque la plupart des appareils vont vérifier aussi que c'est en 3D. Pour les visages, pour les doigts plus précisément, on essaie de contrer ces attaques de présentation en vérifiant que c'est un vrai doigt. Donc nous, par exemple, il y a des travaux, il y a des collègues qui vont à la morgue analyser des doigts morts, du coup, et constater comment un appareil peut savoir si c'est un doigt mort ou vivant. Donc il est pulsatile, il est chaud, et aussi à moindre coût, évidemment. Donc il y a cette protection quand même qui a la couche de présentation qui permet de lutter de manière importante sur ces attaques. Merci pour votre question. D'autres questions pour Tanguy? Monsieur? Juste pour savoir si la présentation était disponible. Est-ce que la présentation est disponible? Elle sera, oui, sur... bon, du coup, il n'y a plus les slides. Sur mon site gerno.fr. Voilà, elle est disponible. Une dernière question. À ma gauche, non, visiblement c'était clair. Et à ma droite, monsieur, si, en face. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup. C'est très intéressant. Alors moi j'ai une question juste pour savoir pour les ensembles de tests, parce que donc comment est-ce qu'ils sont constitués? Est-ce qu'ils sont fondamentalement différents en termes d'acquisition? Est-ce qu'on a simplement séparé une grosse base de gabarit et on a utilisé pour la phase d'apprentissage, puis l'autre après pour le test? Ou est-ce qu'il y a des choses qui sont assez disjointes dans, par exemple, l'acquisition des données, des choses comme ça? Alors là, pour l'ensemble de tests, 2 points. Premier point qui est plutôt, on n'a pas triché, c'est-à-dire que ce sont des individus différents et non les 4 premières empreintes de chaque individu et les 4 suivantes, puisqu'il y aurait eu une corrélation. Sinon, c'est effectivement j'ai bien dit de même type. Donc, c'est-à-dire que ce sont forcément, par exemple, si on a des empreintes en recherche et des empreintes en test, mais elles ont été acquises avec un capteur de même technologie, donc soit infrarouge, encre ou autre, et protégées aussi de la même manière. Donc, il faut quand même que les 2 systèmes soient similaires, mais évidemment, du coup, dans les solutions commerciales, on sait qu'une solution qui est largement vendue, c'est le même capteur et la même protection à un endroit ou à un autre. Mais effectivement, c'est très similaire, c'est simplement les doigts en entrée qui ne sont pas les mêmes. Voilà pour cette réponse. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Merci, vous pouvez applaudir dès maintenant. Tanguy Gernaud, merci pour cette masterclass, cette conférence. Nous parlons dans un instant de sémantique, de langage naturel et d'intelligence artificielle. Vous retrouvez bien sûr ces conférences sur la chaîne YouTube du FIC. À tout de suite.